La sonnerie du réveil transperça le silence du studio. Mina ouvrit les yeux dans la pénombre et fixa le plafond fissuré. Dehors, la pluie martelait la fenêtre avec une régularité monotone. Elle resta immobile quelques secondes, le temps de rassembler le courage nécessaire pour affronter une nouvelle journée. Puis elle se leva, pieds nus sur le carrelage froid, et traversa les 8 mètres carrés qui constituaient son univers. L'appartement se trouvait au 6e étage d'un immeuble vétuste de Belleville, sans ascenseur. Les murs étaient d'un beige délavé, taché d'humidité, près des plaintes. Un lit, une place occupaient l'essentiel de l'espace, coincé contre un radiateur qui fonctionnait par intermittence. Une kitchenette minuscule, un placard, une chaise, pas de table, pas de décoration. Rien qui rappelait qu'une personne vivait vraiment ici. C'était un lieu de transit, un abri provisoire qui durait depuis 3 ans. Mina se rendit dans la salle de bain commune du palier. Une ampoule nue clignotait au-dessus du lavabo écaillé. Elle se lava le visage à l'eau froide, attacha ses cheveux noirs en chignon serré, puis retourna dans sa chambre pour enfiler son uniforme. Pantalon gris, polo gris, chaussures plates noires, l'uniforme de l'invisibilité, celui qu'on porte quand on nettoie les traces des autres sans laisser les siennes. À 6h30, elle quitta l'immeuble. Les rues de Belleville étaient encore endormies, baignées d'une lumière blafarde. Quelques commerçants chinois ouvraient leurs boutiques, installant des caisses de légumes sur les trottoirs mouillés. Mina descendit la rue de Belleville jusqu'au métro Couronne, glissa son passe Navigo devant le portique et s'engouffra dans les escaliers. La rame de la ligne 2 était bondée malgré l'heure matinale. Ouvriers, infirmières de nuit, livreurs, agents d'entretien, tous ceux qui faisaient tourner Paris pendant que la ville dormait encore. Mina se cala contre la paroi, évitant les regards. Elle compta les stations dans sa tête. Belleville, Colonel Fabien, Jaurès, Stalingrad, La Chapelle, Barbey-Rochechouart, Anvers, Pigalle, Blanche, Place de Clichy, Rome, Villiers, Monceau, Courcelles, Terne, Charles de Gaulle-Étoile. 40 minutes de trajet. 40 minutes pour traverser Paris, de l'Est populaire à l'Ouest opulent. Elle remonta les Champs-Élysées à pied, sous la pluie fine. Les vitrines illuminées des boutiques de luxe brillaient comme des aquariums. Cartier, Louis Vuitton, Dior, Chanel. Des univers inaccessibles, des temples du désir où elle n'entrait que par la porte de service. La boutique où elle travaillait s'appelait Maison Lavalière, une marque française de prêt-à-porter haut de gamme. Foulards en soie, sacs en cuir, parfums exclusifs, prix à 4 chiffres, clientèle internationale, personnel trié sur le volet, sauf elle. Mina arriva à 7h pile. Elle contourna la façade en verre et marbre, longea la ruelle latérale jusqu'à une petite porte métallique marquée personnel. Elle composa le code, poussa la porte et descendit l'escalier étroit qui menait au sous-sol. Vestiaire, réserve, local technique, l'envers du décor. L'endroit où se cachaient ceux qui rendaient le luxe possible. Elle accrocha son manteau trempé sur un cintre rouillé et sortit son chariot de ménage. Seau, serpillière, produits désinfectants, chiffon microfibre, balai, aspirateur. Son arsenal quotidien. Elle remonta au rez-de-chaussée par l'escalier de service et commença sa routine. Première étape, nettoyer les vitrines de l'intérieur. Elle pulvérisa le produit sur les grandes baies vitrées et frotta méthodiquement, traçant des cercles réguliers pour éviter les traces. Dehors, Paris s'éveillait lentement. Les premières voitures glissaient sur l'avenue mouillée. Les touristes commençaient à affluer malgré la pluie, parapluies ouverts, appareils photo en main. Deuxième étape, passer l'aspirateur dans les allées. La boutique était divisée en plusieurs espaces thématiques. Les foulards occupaient le mur du fond, suspendus comme des œuvres d'art sur des panneaux de velours noir. Les sacs trônaient sur des présentoirs de verre. Les parfums étaient disposés sur des étagères de marbre blanc. Tout était calculé pour créer une atmosphère de raffinement absolu. Mina glissait entre les présentoirs comme une ombre, attentive à ne rien déranger. Troisième étape, nettoyer les sanitaires. Les toilettes clients, impeccables, carrelage blanc,
Robinetterie dorée, savon liquide parfumé à la rose. Elle frottait les lavabos, désinfectait les cuvettes, vérifiait le papier toilette. Puis les toilettes du personnel, au sous-sol, beaucoup moins reluisantes. Elle accomplissait ses tâches sans dégoût, sans émotion. C'était un travail comme un autre. Elle avait connu pire. À 8 heures, les vendeuses commencèrent à arriver. Elles entraient toujours par la porte principale, comme des clientes. Clémence fut la première, 27 ans, blonde, mince, vêtue d'un tailleur crème Yves Saint-Laurent. Elle jeta un coup d'œil distrait à Mina en passant devant elle et monta directement dans le bureau du premier étage pour déposer son sac. Puis Aurélie, 30 ans, brune, élégante, tailleur noir strict, talons aiguilles vertigineux. Elle portait un café Starbucks à la main et consultait son téléphone en marchant. Elle ne vit même pas Mina. Puis Inès, la plus jeune, 24 ans, métisse, cheveux crépus lissés, maquillage impeccable. Elle adressa un sourire vague à Mina avant de disparaître dans l'escalier. C'était le seul sourire que Mina recevait généralement. Un sourire de politesse automatique, sans chaleur, sans reconnaissance. Enfin, Madame Beaumont arriva, la directrice adjointe. 45 ans, cheveux poivre et cils coupés au carré, tailleur gris anthracite Chanel, regard acéré. Elle inspecta la boutique d'un coup d'œil circulaire, vérifia que tout était en ordre, puis se tourna vers Mina. « Les miroirs du fond sont sales, dit-elle sèchement. Il y a des traces de doigts. » Mina hocha la tête sans répondre. « Et la poubelle de la cabine d'essayage numéro 3 déborde. Vous ne l'avez pas vidée hier soir ? » ?»« Si, madame. »« Alors, videz-la à nouveau. » Mina prit son chariot et se dirigea vers les cabines d'essayage. Elle entendit Madame Beaumont soupirer dans son dos, puis claquer des talons vers son bureau. Les vendeuses ricanèrent discrètement. C'était toujours comme ça. Elle ne parlait jamais directement à Mina, sauf pour donner des ordres ou signaler un problème. Elles discutaient entre elles comme si elles n'existaient pas. Elles échangeaient des confidences, des ragots, des plaintes sur leur vie amoureuse, leur week-end, leurs vacances. Mina écoutait sans écouter, nettoyait sans être vue, existait sans exister. Vers 10 heures, les premières clientes entrèrent. Une femme d'une 60aine d'années, manteau de fourrure, lunettes de soleil malgré le temps gris. Clémence se précipita vers elle avec un sourire éclatant. « Bonjour madame, quelle joie de vous revoir. Comment allez-vous » La cliente répondit d'un ton aimable. Elles parlèrent du dernier défilé de la Fashion Week, d'un vernissage au Grand Palais, d'un dîner chez des amis communs. Clémence l'accompagna vers les foulards, sortit plusieurs modèles, les drapa sur ses épaules avec des gestes experts. La cliente en choisit 3, 800 € pièce, transaction rapide, sourire, au revoir madame, à très bientôt. Mina nettoyait les vitrines du fond. Elle observait la scène du coin de l'œil, notait les codes sociaux, les mimiques, les intonations. Ce monde n'était pas le sien. Elle en comprenait les règles mais n'y avait pas accès. Elle était de l'autre côté de la vitre. À midi, les vendeuses montèrent déjeuner dans le bureau du premier étage. Elles avaient apporté des salades, des sushis, des wraps achetés dans les boutiques chics du quartier. Elles riaient, commentaient leurs clients du matin, se moquaient d'un homme qui avait essayé de négocier un prix. Mina descendit au sous-sol et s'assit sur une chaise en plastique près du local technique. Elle sortit de son sac une boîte en plastique contenant du riz blanc et des légumes sautés qu'elle avait préparés la veille. Elle mangea lentement, en silence, bercée par le ronronnement de la chaudière. Personne ne descendait jamais ici. C'était son refuge. Elle pensa à l'orphelinat. 15 ans. Elle y avait vécu de l'âge de 3 ans à 18 ans. Un grand bâtiment gris du 13e arrondissement, près de l'avenue de Choisy, tenu par des sœurs coréennes de la congrégation de Saint-Paul. Une trentaine d'enfants, la plupart abandonnés, quelques-uns orphelins. Mina ne savait rien de ses parents biologiques. Aucun document, aucune photo, aucune explication, juste un prénom français écrit sur un bout de papier épinglé à sa couverture quand on l'avait trouvé devant la porte de l'orphelinat. Les sœurs lui avaient donné un nom de famille, Beaufort, un nom français banal, facile à porter.
Mais elle lui avait aussi transmis la langue coréenne, les chants, les prières, la cuisine. Sœur Hyejin, la directrice, disait toujours « Vous n'avez peut-être pas de famille, mais vous avez une culture, ne l'oubliez jamais ». Mina avait appris le hangul avant l'alphabet latin. Elle parlait coréen couramment, lisait les sutras bouddhistes, aidait en cuisine pour préparer les repas communautaires. L'orphelinat était son univers, les autres enfants ses frères et sœurs, les sœurs ses mères multiples. Elle ne manquait de rien d'essentiel, sauf d'amour individuel, sauf d'appartenance véritable. À 18 ans, elle avait dû partir. L'orphelinat fermait, faute de financement. Les enfants les plus jeunes avaient été transférés dans d'autres structures. Les adolescents livrés à eux-mêmes. Sœur Hyejin était morte d'un cancer 6 mois avant la fermeture. Mina s'était retrouvée seule avec un CAP petite enfance qu'elle n'avait jamais terminé, quelques centaines d'euros d'économie et aucun réseau. Elle avait enchaîné les petits boulots, serveuse dans un restaurant chinois de Belleville, caissière dans un supermarché discount, femme de ménage dans des bureaux la nuit. Finalement, elle avait trouvé ce poste à Maison Lavalière. Contrat CDI, salaire au SMIC, horaire fixe, une forme de stabilité précaire. Elle s'y accrochait. Elle termina son déjeuner et remonta au rez-de-chaussée. L'après-midi s'écoula lentement. Quelques clientes entrèrent, repartirent avec des sacs. Mina continuait son travail en arrière-plan. Elle changea les ampoules des spots, nettoya le comptoir d'accueil, épousseta les étagères. À un moment, Aurélie renversa un verre d'eau près de la caisse. Elle appela Mina d'un geste impatient. « Mina, vite! Il y a de l'eau partout !» Mina arriva avec une serpillière. Elle essuya le sol pendant qu'Aurélie consultait son téléphone, debout juste à côté, sans s'excuser, sans la remercier. Quand Mina se releva, Aurélie était déjà partie aider une cliente. Vers 16 heures, alors que Mina nettoyait les miroirs près des cabines d'essayage, elle entendit les vendeuses parler dans son dos. « Tu as vu sa coiffure ?» disait Clémence à voix basse. « On dirait qu'elle sort d'un couvent. » « Ou d'un film des années 50, répondit Inès en riant. « Sérieusement, elle pourrait faire un effort. »« Elle ne parle jamais, ajouta Aurélie. C'est flippant. Des fois, je me demande si elle comprend vraiment le français. »« Bien sûr qu'elle comprend, dit Clémence. Elle est juste bizarre, genre asocial. » Mina ne bougea pas. Elle continua de frotter le miroir, le visage impassible. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas réagir. Les mots glissaient sur elle comme l'eau sur le verre. Elle ne leur donnerait pas la satisfaction de voir qu'elle souffrait, mais elle souffrait, chaque jour, un peu plus. Non pas à cause des moqueries elle-même, mais à cause de ce qu'elle révélait. Elle n'était personne pour elle. Une fonction, un outil, pas un être humain avec une histoire, des compétences, des émotions. Juste une silhouette grise qui passait la serpillière. À 18 heures, la boutique ferma. Les vendeuses rassemblèrent leurs affaires, dirent au revoir à Madame Beaumont et partirent en groupe, bavardant joyeusement. Mina resta pour le ménage de fin de journée. Passer l'aspirateur une dernière fois, vider toutes les poubelles, vérifier que les lumières étaient éteintes, fermer à clé. Elle quitta Maison Lavalière à 19 heures. La nuit était tombée. Les Champs-Élysées scintillaient sous les guirlandes lumineuses de Noël, déjà installées malgré le mois de novembre. Les touristes affluaient, prenaient des photos, entraient et sortaient des boutiques. Mina remonta l'avenue à contre-courant, tête baissée, mains dans les poches. Elle reprit le métro en sens inverse. Étoile, Terne, Courcelles, Monceau, Villiers, Rome, Clichy, Blanche, Pigalle, Anvers, Barbès, La Chapelle, Stalingrad, Jaurès, Colonel Fabien, Belleville, Couronne. Le trajet lui sembla plus long qu'à l'aller. La fatigue pesait sur ses épaules. De retour dans son studio, elle retira son uniforme et enfila un jogging usé. Elle se prépara un thé vert, s'assit sur le rebord du lit et regarda par la fenêtre. Les toits de Belleville s'étendaient à perte de vue, hérissés d'antennes et de cheminées. Au loin, la tour Eiffel brillait, petite étoile dorée dans la nuit. Elle pensa à sœur Hyejin, à ce qu'elle dirait si elle la voyait maintenant. « Tu n'es pas née pour être dans l'ombre, Mina. Tu es née pour porter la lumière. » Mais quelle lumière?
Mina ne voyait aucune lumière en elle, juste une fatigue immense, une solitude écrasante, un avenir sans perspective. Elle avait 23 ans et l'impression d'en avoir 50. Elle travaillait 6 jours par semaine, économisait centime par centime, survivait sans vivre. Elle se coucha tôt. Demain serait une journée identique. Le lendemain, mardi, la routine recommença. Réveil 6 heures, métro, Champs-Élysées, ménage, invisibilité. Mais ce mardi de novembre allait tout changer. Vers 11 heures, alors que Mina nettoyait les vitrines, un homme entra dans la boutique. Il avait une 50aine d'années, cheveux gris coupés courts, visage anguleux, regard fatigué. Il portait un long manteau noir de bonne coupe et une écharpe de cachemire grise. Il s'avança vers le comptoir d'un pas rapide, nerveux. Clémence l'accueillit avec son sourire professionnel. « Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider ?» L'homme répondit dans une langue que Mina reconnut immédiatement, le coréen. Il parlait vite, avec une intonation ferme, presque impatiente. Clémence cligna des yeux, déstabilisée. Elle regarda Aurélie, qui haussa les épaules. Inès s'approcha, tentant de comprendre. « Pardon, monsieur, vous parlez anglais ?» demanda Clémence. L'homme secoua la tête et répéta sa phrase en coréen, plus fort cette fois. Son ton trahissait une certaine irritation. Il sortit son téléphone, chercha visiblement une application de traduction, mais la connexion semblait mauvaise. Il tapa sur l'écran avec des gestes saccadés, leva les yeux au ciel. Madame Beaumont, alertée par le bruit, descendit de son bureau. « Quel est le problème ?»« Il ne parle pas français, ni anglais apparemment », expliqua Clémence embarrassée. Madame Beaumont s'approcha de l'homme et tenta de communiquer par gestes. Elle désigna les produits, mima des questions. L'homme secoua la tête, de plus en plus agacé. Il rangea son téléphone, croisa les bras. Manifestement, il envisageait de partir. Mina, qui observait la scène depuis le fond de la boutique, sentit son cœur s'accélérer. Elle hésita. Elle posa son chiffon sur le rebord de la vitrine, essuya ses mains sur son pantalon, puis lentement, elle s'avança. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les vendeuses la regardèrent avec surprise. Madame Beaumont fronça les sourcils. L'homme, lui, ne lui prêta aucune attention, persuadé qu'elle venait simplement nettoyer quelque chose. Mina s'arrêta à 1 mètre de lui. Elle prit une profonde inspiration, puis elle dit, d'une voix claire, dans un coréen parfait, « Annyeonghaseyo, Eotekedoa Dorilkayo. » « Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider ?» Le silence tomba sur la boutique. L'homme la dévisagea, stupéfait. Clémence écarquilla les yeux. Aurélie ouvrit la bouche sans émettre un son. Inès recula d'un pas. Madame Beaumont fixa Mina comme si elle venait de se transformer en une créature inconnue. L'homme cligna des yeux, puis son visage se détendit. Il répondit en coréen, avec soulagement dans la voix, « Ah, Hangujeo, Hasinungunyo, Da Haengyeyo. » Ah, vous parlez coréen, quel soulagement. Mina hocha la tête. Ne, Malsemaseyo. Oui, je vous écoute. L'homme expliqua rapidement sa situation. Mina l'écouta attentivement, hochant la tête, posant quelques questions de clarification. Puis elle se tourna vers Madame Beaumont qui la fixait toujours, abasourdie. « Il cherche un foulard pour sa fille », dit Mina en français. Un modèle précis qu'elle a vu dans un magazine français. Il doit repartir pour Séoul ce soir et c'est urgent. Elle est hospitalisée. Il voudrait lui apporter ce cadeau. Madame Beaumont mit quelques secondes à réagir. Puis elle hocha la tête mécaniquement. Aurélie, allez chercher les foulards de la nouvelle collection en réserve. Tous les modèles. Aurélie disparut dans l'escalier. Pendant ce temps, Mina continua de parler avec l'homme. Il lui expliqua que sa fille avait 17 ans, qu'elle suivait un traitement lourd contre une leucémie, qu'elle avait toujours aimé la mode française. Ce foulard représentait pour elle un rêve, un symbole de normalité dans un quotidien dominé par la maladie. « Dali mani imdeloeo. »« Ma fille souffre beaucoup, dit-il, la voix cassée. » Mina comprit qu'il ne parlait pas seulement de la souffrance physique. Elle voyait dans ses yeux la culpabilité, le sentiment d'impuissance, la fatigue d'un père qui se battait contre un ennemi invisible. « Daleje imi doeo jugo sipe zigugnyo. »
Vous voulez lui donner du courage, dit-elle doucement. L'homme hocha la tête, les yeux brillants. Aurélie revint avec une dizaine de foulards. Mina les montra à l'homme, lui expliquant les caractéristiques de chacun, les motifs, les couleurs. Il choisit finalement un foulard en soie bleu nuit, avec des motifs de fleurs de cerisier doré. 850 €. Madame Beaumont traita la transaction elle-même. L'homme paya par carte, sans négocier. Mina emballa le foulard avec soin, le plaça dans une boîte rigide, ajouta un ruban. Elle tendit le paquet à l'homme en disant « Danimke gangi palli weboktegil baramnida. Je souhaite un prompt rétablissement à votre fille. » L'homme prit le paquet, puis sortit une carte de visite de sa poche. Il la glissa dans la main de Mina. « Dangsinen 재능이 있어요. 여기서 낭비하지 마세요. Vous avez un don, ne le gâchez pas ici. » Il la remercia une dernière fois, salua Madame Beaumont d'un signe de tête et sortit sous la pluie. Mina resta immobile, la carte de visite dans la main. Elle sentait tous les regards braqués sur elle. Clémence, Aurélie, Inès, Madame Beaumont. Toutes la dévisageaient comme si elle la voyait pour la première fois. Madame Beaumont rompit le silence. « Depuis combien de temps parlez-vous coréen ?» Mina haussa les épaules. « Toujours. »« Toujours ?» répéta Madame Beaumont, incrédule. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné? Vous ne me l'avez jamais demandé. » Le silence retomba. Clémence et Aurélie échangèrent un regard gêné. Inès baissa les yeux. Madame Beaumont pinça les lèvres, visiblement contrariée, mais aussi calculatrice. Mina voyait les rouages tourner dans sa tête. « Vous parlez d'autres langues ?»« Le japonais, un peu de chinois. » Madame Beaumont croisa les bras. « Venez dans mon bureau demain matin à 8 heures. Nous devons parler. » Puis elle tourna les talons et remonta l'escalier. Mina retourna à son chariot, reprit son chiffon et continua de nettoyer les vitrines. Mais ses mains tremblaient légèrement. Elle avait franchi une ligne invisible. Elle ne savait pas encore si c'était une bonne chose. Le lendemain matin, Mina arriva à la boutique avec 15 minutes d'avance. Elle n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, elle avait retourné la scène dans sa tête, les regards stupéfaits des vendeuses. La carte de visite de l'homme coréen posée sur sa table de chevet. Les mots de Madame Beaumont « Nous devons parler ». Elle ne savait pas si elle devait avoir peur ou espérer. Peut-être les deux. Elle monta directement au bureau du premier étage. La porte était entr'ouverte. Madame Beaumont était déjà là, assise derrière son bureau en verre, consultant des documents sur son ordinateur. Elle leva les yeux quand Mina frappa doucement contre le chambranle. « Entrez, fermez la porte. » Mina obéit. Elle resta debout, les mains croisées devant elle, dans une posture d'attente qu'elle avait perfectionnée au fil des années. Madame Beaumont la scruta longuement, comme si elle la réévaluait entièrement. « Asseyez-vous » finit-elle par dire. Mina s'installa sur la chaise en face du bureau. Le mobilier était élégant, minimaliste. Des cadres au mur montraient des campagnes publicitaires de maisons lavalières. Des mannequins parfaits, des couleurs saturées, des sourires éclatants. Un monde auquel Mina n'avait jamais pensé appartenir. Madame Beaumont croisa les mains sur le bureau. « Hier, vous m'avez surprise. Je ne vais pas vous mentir, je ne savais absolument rien de vos compétences linguistiques. Pourquoi ne jamais les avoir mentionnées lors de votre entretien d'embauche? On m'a embauché pour faire le ménage, pas pour parler, répondit calmement Mina. Je ne pensais pas que c'était pertinent. Pas pertinent? Répéta Madame Beaumont avec un sourcil haussé. Nous recevons des dizaines de clients asiatiques chaque mois, coréens, japonais, chinois, et nous perdons des ventes parce que personne ne peut communiquer correctement avec eux. Hier, cet homme aurait pu repartir les mains vides. Vous lui avez fait dépenser 850 € en 5 minutes. Mina ne répondit rien. Elle ne savait pas quoi dire. Madame Beaumont se leva, contourna le bureau et s'appuya contre le rebord, les bras croisés. « Écoutez, Mina, je vais être franche avec vous. Vous avez une compétence rare, une compétence que cette boutique peut utiliser. Je vous propose un nouveau poste, assistante commerciale avec spécialisation clientèle asiatique.
Vous continuerez certaines tâches d'entretien, mais votre rôle principal sera de gérer les clients non francophones. Traduction, accompagnement, conseil, augmentation de 150 € net par mois. Qu'en dites-vous? Le cœur de Mina s'emballa. 150 €. C'était énorme. Ça représentait presque un cinquième de son salaire actuel. Ça signifiait pouvoir mieux manger, réparer son téléphone, peut-être même déménager dans un studio un peu plus grand. Mais surtout, ça signifiait exister autrement. « J'accepte », dit-elle. Madame Beaumont sourit, un sourire calculé professionnel. « Parfait, vous commencez immédiatement. Je vais informer l'équipe. » Elle retourna derrière son bureau et tapa quelques mots sur son clavier. « Une dernière chose, Mina. Vous allez devoir soigner votre apparence. Vous représenterez la boutique auprès des clients. Je vous suggère d'investir dans quelques vêtements plus appropriés. Rien d'extravagant. Juste des tenues sobres et professionnelles. Vous comprenez ?» Mina hocha la tête. Elle comprenait très bien. On lui demandait de devenir visible, mais selon des codes précis. Elle devrait ressembler à quelqu'un d'autre. « Merci, madame. » Elle sortit du bureau, le cœur battant. En descendant l'escalier, elle croisa Clémence qui montait. « Alors ?» demanda Clémence avec une curiosité mal dissimulée. « J'ai un nouveau poste. »« Ah !» Le ton était neutre, mais Mina perçut une tension dans la voix. Elle continua son chemin sans ajouter un mot. Les jours suivants, tout changea. Madame Beaumont organisa une réunion d'équipe pour annoncer officiellement la promotion de Mina. Les vendeuses écoutèrent en silence, visage fermé. Inès souriait poliment, mais son sourire ne montait pas jusqu'à ses yeux. Clémence et Aurélie ne souriaient pas du tout. « Mina sera désormais chargée d'accueillir et d'accompagner notre clientèle asiatique », expliqua Madame Beaumont. « Elle parlera coréen, japonais et chinois. Vous devrez la solliciter dès qu'un client non francophone entre dans la boutique. C'est clair ? » « Très clair », répondit Clémence d'un ton sec. Mina sentit le poids des regards. Elle comprit immédiatement qu'elle venait de franchir une frontière invisible. Hier encore, elle était la femme de ménage, celle qu'on ignorait. Aujourd'hui, elle devenait une collègue, pire, une concurrente. Le lendemain, une cliente japonaise entra dans la boutique. Aurélie l'accueillit machinalement en français, puis réalisa que la femme ne comprenait pas. Elle chercha Mina du regard. « Mina, tu peux venir ?» Mina s'approcha. La cliente sourit avec soulagement quand Mina s'adressa à elle en japonais. Elles parlèrent longuement. La femme cherchait un cadeau pour l'anniversaire de sa sœur. Mina lui montra plusieurs modèles, expliqua les matières, les coupes, les associations possibles. La cliente acheta 2 foulards et un sac, 1600 €. Aurélie traita la transaction en silence. Quand la cliente partit, elle se tourna vers Mina. « Tu touches une commission sur ces ventes ?»« Non, » répondit Mina. « Pourquoi ?»« Pour rien. » Mais le ton suggérait le contraire. Au fil des semaines, les clients asiatiques se multiplièrent. Coréens, japonais, chinois, touristes de passage, hommes d'affaires, étudiantes fortunées. Mina les accueillait tous avec la même attention calme. Elle traduisait, conseillait, rassurait. Elle connaissait les codes culturels, les formules de politesse, les gestes à éviter. Elle savait écouter, les clients appréciaient. Les ventes grimpèrent. Madame Beaumont félicitait Mina régulièrement. Mais l'ambiance dans la boutique se dégradait. Les vendeuses ne lui parlaient plus. Elle l'ignorait ostensiblement. Quand Mina entrait dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Quand elle posait une question, les réponses étaient brèves, glaciales. Clémence et Aurélie formaient un bloc hostile. Elles chuchotaient entre elles, lançaient des regards en coin, souriaient méchamment. Un matin, Mina trouva son casier vandalisé. Quelqu'un avait écrit au marqueur noir sur la porte « Traîtresse ». Elle fixa le mot longtemps, le cœur serré. Puis elle nettoya l'inscription avec de l'alcool et un chiffon. Elle ne dit rien à personne. Un autre jour, alors qu'elle accompagnait un couple coréen, Clémence l'interrompit brusquement. « Mina, tu peux aller chercher les boîtes de rangement au sous-sol ? On en a besoin maintenant. » Mina hésita. Elle était en pleine explication avec les clients. « Je termine d'abord avec eux. »« Non, tout de suite, c'est urgent. »
Le ton ne souffrait aucune réplique. Mina s'excusa auprès des clients en coréen et descendit au sous-sol. Quand elle remonta 10 minutes plus tard, le couple était parti, les mains vides. « Ils sont partis ?» demanda Mina. « Oui », répondit Clémence avec un sourire innocent. « Ils ont changé d'avis apparemment. » Mina comprit que c'était un sabotage délibéré. Mais elle ne dit rien. Elle savait qu'affronter Clémence directement ne ferait qu'empirer les choses. Les attaques se firent plus subtiles, plus vicieuses. On oubliait de la prévenir des réunions, on lui attribuait les tâches les plus ingrates. On lui reprochait des erreurs qu'elle n'avait pas commises. Un jour, Aurélie renversa du café sur le bureau et accusa Mina de ne pas avoir nettoyé correctement. Mina protesta faiblement, mais Madame Beaumont, agacée, lui demanda de passer la serpillière sans poser de questions. Mina obéit. Elle se sentait piégée entre deux mondes. Trop qualifiée pour le ménage, pas assez légitime pour la vente, ni chair ni poisson. 3 semaines après sa promotion, l'homme coréen revint. Mina le reconnut immédiatement. Il entra dans la boutique accompagné d'une jeune fille frêle, pâle, portant un foulard bleu nuit sur la tête. Sa fille. Elle avait les yeux immenses, cernés, mais un sourire doux. Mina sentit sa gorge se serrer. L'homme s'approcha d'elle. « Dasi wajusyo seo gibeoyo. »« Je suis content de vous revoir, » dit-il en coréen. Mina inclina légèrement la tête. « Odekejne shosoyo. Comment allez-vous? Dali dangsinul manago sipo esoyo. »« Ma fille voulait vous rencontrer. » La jeune fille s'avança timidement. Elle portait le foulard que Mina avait emballé. Elle dit, dans un coréen faible mais sincère, « Gamsahab nida. Seom Mouli, Jongmal Maum de Loyo. » Merci. Le cadeau me plaît beaucoup. Mina sourit. C'était un sourire rare, authentique. Jal Ulryoyo. Il vous va très bien. Elles parlèrent un moment dans un coin de la boutique. La jeune fille expliqua qu'elle suivait un traitement lourd, qu'elle avait perdu ses cheveux, que le foulard lui redonnait un peu de confiance. Elle aimait la mode, rêvait de devenir styliste, mais ne savait pas si elle aurait le temps de réaliser ce rêve. Mina l'écouta sans l'interrompre. Elle comprenait cette sensation de temps volé, de futur incertain. Elle aussi avait grandi avec l'impression que la vie pouvait s'arrêter à tout moment, que rien n'était acquis, que le bonheur était toujours provisoire. « Gumul Pogi Haji Maseyo. »« N'abandonnez pas votre rêve, » dit-elle doucement. La jeune fille hocha la tête, les larmes aux yeux. Pendant ce temps, le père observait la scène avec une émotion contenue. Quand elles eurent fini de parler, il prit Mina à part. « Je myongam badujosyo. Vous avez reçu ma carte ?» Mina hocha la tête. Elle l'avait gardée dans son portefeuille, sans oser l'utiliser. « Jega dangsinej jonago sipen jeisoyo. » J'ai une proposition pour vous. Il expliqua qu'il dirigeait la filiale européenne d'une grande entreprise coréenne de cosmétiques, K-Beauty Paris. Il cherchait quelqu'un pour coordonner les relations avec les boutiques françaises, négocier les contrats de distribution, accompagner les acheteurs coréens lors de leurs déplacements à Paris. Quelqu'un qui parlait coréen comprenait la culture française, savait écouter et traduire sans déformer. Dang Sini Jeogabadago Sengakeo. Je pense que vous êtes la personne idéale. Mina resta muette. Elle ne s'attendait pas à ça. Un vrai poste, un salaire probablement bien supérieur, une chance de quitter la boutique, les regards méprisants, les humiliations quotidiennes. Mais en même temps, une peur immense. Jonen Gyeongomi Opsoyo. Je n'ai aucune expérience, dit-elle. Hajiman 당신은 언어와 문화를 이해해요. 그게 가장 중요해요. Mais vous comprenez la langue et la culture, c'est le plus important. Il lui tendit une enveloppe contenant une fiche de poste détaillée, un salaire proposé, une date de début possible. Mina prit l'enveloppe, les mains tremblantes. Sengage boseo, siganel de rilkeo. Réfléchissez, je vous laisse du temps. Il partit avec sa fille. Mina resta figée au milieu de la boutique, l'enveloppe serrée contre sa poitrine. Clémence l'observait depuis le comptoir, les bras croisés, les lèvres pincées. Qu'est-ce qu'il voulait? Rien, répondit Mina. Il me remerciait. Elle descendit au sous-sol et s'enferma dans les toilettes. Elle ouvrit l'enveloppe avec des mains fébriles. 2200 € net par mois.
presque le double de son salaire actuel. Début, dans 1 mois. Elle s'assit sur le couvercle des toilettes et pleura. Des larmes de soulagement, de peur, d'épuisement. Elle avait 23 ans et une porte venait de s'ouvrir. Mais elle ne savait pas si elle avait la force de la franchir. Ce soir-là, Mina rentra chez elle avec l'enveloppe dans son sac. Elle s'assit sur son lit et relut la fiche de poste 10 fois. Coordinatrice Relations France-Corée. Bureau dans le 12e arrondissement, près de la gare de Lyon. Contrat CDI, 2200 € net. Formation assurée. C'était réel, c'était possible. Mais une voix dans sa tête murmurait « Tu n'es pas à la hauteur, tu vas échouer, tu vas les décevoir. Tu es juste une femme de ménage qui parle coréen, rien de plus. » Elle pensa à sœur Ye-jin. Elle ferma les yeux et essaya de se rappeler son visage, ses rides profondes, son sourire rare mais chaleureux, ses mains rugueuses qui sentèrent le gingembre et la lessive. Tu n'es pas née pour être dans l'ombre, Mina. Tu es née pour porter la lumière. Mina ouvrit les yeux. Elle prit son téléphone, chercha le numéro inscrit sur la carte de visite et tapa un message en coréen. « J'accepte votre proposition. Merci de me faire confiance. » Elle envoya le message avant de pouvoir changer d'avis. Puis elle attendit. 5 minutes plus tard, une réponse arriva. « Parfait, je vous envoie les documents demain. Bienvenue chez K-Beauty Paris. » Mina posa le téléphone. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle venait de franchir un point de non-retour. Le lendemain matin, elle arriva à la boutique avec une décision prise. Elle donnerait sa démission. Elle monta directement au bureau de Madame Beaumont à 8 heures. La directrice adjointe était au téléphone. Elle fit signe à Mina d'attendre. Quand elle raccrocha, Mina parla avant de perdre courage. « Madame, je viens vous remettre ma démission. » Madame Beaumont fronça les sourcils. « Pardon ? Je démissionne. Je commence un nouveau poste dans 1 mois. Je ferai mon préavis. » Le visage de Madame Beaumont se durcit. « Vous plaisantez, j'espère. Je viens de vous promouvoir. J'ai investi du temps et de l'argent dans votre formation. Vous me devez au moins une explication. » Mina resta debout, droite, calme. « On m'a proposé un poste de coordinatrice dans une entreprise coréenne. C'est une opportunité que je ne peux pas refuser. »« Une coordinatrice ?» répéta Madame Beaumont avec un sourire méprisant. « Vous n'avez aucune expérience professionnelle en dehors du ménage. Vous croyez vraiment être capable de gérer ce genre de responsabilité ?» Mina ne sia pas. « Je le saurai en essayant. » « Écoutez-moi bien, Mina. Vous faites une énorme erreur. Vous avez une place stable ici. Vous gagnez correctement votre vie. Vous abandonnez tout ça pour un rêve qui va s'effondrer dès la première difficulté. Et quand ça arrivera, ne comptez pas revenir ici. Je ne reviendrai pas. » Le ton était ferme, définitif. Madame Beaumont la fixa longuement, puis soupira avec exaspération. « Très bien, faites comme vous voulez, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Mina sortit du bureau et descendit au rez-de-chaussée. Clémence et Aurélie étaient déjà là. Elles la regardèrent avec une curiosité hostile. « Alors ?» demanda Clémence. « Qu'est-ce que tu voulais à Beaumont ?»« Je pars. J'ai démissionné. » Le silence tomba. Clémence écarquilla les yeux. Aurélie laissa échapper un petit rire incrédule. « Tu pars ? Sérieusement ? » ?»« Oui. Pour aller où ? » ?»« Ailleurs. » Clémence croisa les bras. « Tu crois que tu vas nous manquer ? Tu crois que quelqu'un ici va pleurer ton départ ?» Mina la regarda droit dans les yeux. « Non. Et c'est bien pour ça que je pars. » Elle tourna les talons et alla chercher son chariot pour la dernière fois. Les 4 semaines de préavis furent les plus longues de sa vie. Les vendeuses l'ignoraient complètement. Madame Beaumont lui confiait les tâches les plus ingrates avec une satisfaction visible. Mina encaissait tout en silence. Elle comptait les jours, mais elle profita de ce mois pour se préparer. Elle acheta 2 tailleurs simples dans une boutique de seconde main, un noir, un gris anthracite. Elle se fit couper les cheveux dans un salon bon marché de Belleville, une coupe moderne, juste au-dessus des épaules. Elle regarda des tutoriels de maquillage sur YouTube et apprit à se maquiller discrètement. Elle n'essayait pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle essayait simplement de ressembler à une femme qui avait sa place dans un bureau.
Elle reçut les documents contractuels de K-Beauty Paris. Elle les lut attentivement, signa, renvoya. Tout était en ordre. Elle commencerait le 15 décembre. Bureau partagé avec 2 autres employés, ordinateur fourni, téléphone professionnel, formation de 2 semaines. Le dernier jour à Maison Lavallière arriva enfin. Mina termina son service normalement. Elle passa l'aspirateur une dernière fois, nettoya les vitrines, vida les poubelles. Puis elle descendit au sous-sol, retira son uniforme gris et le plia soigneusement dans son casier. Elle enfila un jean et un pull simple. Elle remonta au rez-de-chaussée avec son sac. Madame Beaumont l'attendait près du comptoir. Elle tendit à Mina une enveloppe contenant son dernier salaire et son solde de tout compte. « Bonne chance », dit-elle sèchement. « Vous allez en avoir besoin. » Mina prit l'enveloppe. « Merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. » Elle se tourna vers les vendeuses. Clémence consultait son téléphone. Aurélie vérifiait un stock. Inès était la seule à la regarder. Elle esquissa un petit sourire triste. « Bonne chance, Mina », dit-elle doucement. « Merci. » Mina se dirigea vers la sortie. Elle allait pousser la porte quand Madame Beaumont l'interpella une dernière fois. « Mina !» Elle se retourna. « Vous auriez dû nous dire que vous parliez coréen dès le début. » Mina la regarda longuement. Puis elle répondit d'une voix calme mais ferme. « Vous auriez dû me demander. » Elle poussa la porte et sortit. Dehors, Paris brillait sous les illuminations de Noël. Les Champs-Élysées scintillaient. Les touristes se pressaient devant les vitrines. Le froid mordait les joues. Mina remonta l'avenue lentement, pour la dernière fois en tant qu'employée invisible. Elle s'arrêta devant la boutique et regarda une dernière fois à travers la vitrine. Clémence riait avec une cliente. Aurélie rangeait des étagères. Madame Beaumont parlait au téléphone dans son bureau vitré. Tout continuait comme si elle n'avait jamais existé. Mais pour la première fois de sa vie, Mina ne se sentait pas invisible. Elle se sentait libre. Elle mit ses mains dans les poches de son manteau, sentit la chaleur de l'enveloppe contenant son dernier salaire et marcha vers le métro. Une nouvelle vie l'attendait. Et cette fois, elle ne se cacherait plus. 15 décembre. Premier jour chez K-Beauty Paris. Mina se réveilla à 5 heures du matin, incapable de dormir plus longtemps. Son estomac était noué. Elle avait à peine touché au bol de riz qu'elle s'était préparée la veille au soir. Elle resta assise sur le rebord de son lit, fixant l'obscurité par la fenêtre, essayant de calmer les battements désordonnés de son cœur. « Tu n'es pas à la hauteur. Tu vas échouer. Ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés sur toi. » La voix intérieure était revenue, plus forte, plus insistante. Mina ferma les yeux et respira profondément. Elle pensa à la jeune fille coréenne, à son sourire fragile, à son courage face à la maladie. Elle pensa à sœur Hyejin. Elle pensa à toutes les années passées dans l'ombre, à nettoyer les traces des autres, à exister sans exister. Plus jamais. Elle se leva, prit une douche, enfila son tailleur noir et sa chemise blanche. Elle se maquilla légèrement devant le miroir fissuré de la salle de bain commune. Rouge à lèvres discret, mascara, fond de teint léger. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval basse, élégante. Quand elle se regarda une dernière fois, elle vit une femme qu'elle reconnaissait à peine. Mais cette femme lui plaisait. À 7 heures, elle quitta Belleville. Le métro était déjà bondé. Elle descendit à Gare de Lyon et remonta le boulevard Diderot jusqu'à la rue de Chaligny. Les bureaux de K-Beauty Paris occupaient le 3e étage d'un immeuble récent, façade de verre et d'acier. Sobre, moderne, lumineux. Mina poussa la porte d'entrée. Un hall épuré, sol en béton poli, plantes vertes dans de grands pots blancs. Une réceptionniste l'accueillit avec un sourire professionnel. « Bonjour, vous êtes Mina Beaufort. Je commence aujourd'hui. »« Ah oui, Monsieur Park vous attend. » 3e étage, ascenseur au fond à droite. Mina monta. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un open space lumineux. Des bureaux blancs, des chaises ergonomiques, de grandes baies vitrées donnant sur les toits de Paris. Une dizaine de personnes travaillaient déjà, concentrées sur leurs écrans. L'atmosphère était calme, professionnelle. Un homme s'approcha.
La cinquantaine, costume gris impeccable, sourire chaleureux. Monsieur Park, l'homme de la boutique. Wanyongamnida, Mina si. Bienvenue, Mina, dit-il en coréen en lui tendant la main. Mina la serra, sentant une vague de soulagement. Gamsa Abnida, merci. Il la guida à travers l'open space, lui présenta quelques collègues. Sophie, responsable marketing, trentenaire dynamique. Thomas, directeur commercial, la quarantaine, lunettes fines. Ji-hee, assistante administrative coréenne, 28 ans, sourire bienveillant. Chacun la salua cordialement. Personne ne la regarda avec mépris. Personne ne l'ignora. Monsieur Park lui montra son bureau. Un espace lumineux près d'une fenêtre, ordinateur dernier cri, téléphone, agenda, fourniture, un vrai bureau. Le sien. Sonsoni Jogungaseyo, Som Dejunun Gyoyuk Jiganyeo. Prenez votre temps pour vous adapter. Les 2 premières semaines sont une période de formation. Mina hocha la tête. Elle s'assit lentement sur la chaise, posa ses mains sur le bureau. Elle sentit quelque chose se dénouer en elle, une tension qu'elle portait depuis des années. Les premières semaines furent intenses, mais grisantes. Ji-hee prit Mina sous son aile. Elle lui expliqua le fonctionnement de l'entreprise, les produits, les clients, les procédures. K-Beauty Paris importait des cosmétiques coréens haut de gamme et les distribuait dans des boutiques sélectionnées en France. Sérums, crèmes, masques, essences. Des formules innovantes, des textures légères, des packagings élégants. Le marché était en pleine expansion. Le rôle de Mina était de coordonner les relations entre les acheteurs coréens et les boutiques françaises. Traduire les emails, organiser les rendez-vous, accompagner les délégations lors de leurs visites, négocier les termes des contrats. Elle devait comprendre les attentes des 2 côtés, anticiper les malentendus culturels, fluidifier les échanges. Elle découvrit rapidement qu'elle avait un talent naturel pour ça. Elle comprenait les non-dits. Elle savait quand un silence signifiait un désaccord poli. Elle percevait les nuances dans les formulations, les hésitations derrière les sourires. Elle avait passé sa vie à observer, à écouter, à décoder les émotions des autres pour survivre. Cette compétence, développée dans la solitude et l'invisibilité, devenait soudain un atout professionnel majeur. Les clients appréciaient son calme, sa précision, son respect des codes. Les collègues français louaient sa diplomatie. Monsieur Park la félicitait régulièrement. Pour la première fois de sa vie, Mina sentait qu'elle avait sa place quelque part. Mais le doute revenait, sournois, insidieux. La nuit, seule dans son studio, elle ne dormait pas. Elle relisait ses emails 10 fois avant de les envoyer, terrifiée à l'idée de faire une faute. Elle révisait son vocabulaire coréen, craignant de manquer un mot crucial. Elle se comparait aux autres, à Sophie avec son diplôme d'école de commerce, à Thomas avec ses 15 ans d'expérience. Elle se sentait illégitime, fragile, constamment sur le point d'être démasquée comme une imposteur. Un soir, 3 semaines après son arrivée, elle craqua. Elle venait de terminer une journée épuisante, réunion avec un acheteur coréen exigeant, traduction d'un contrat complexe, gestion d'un litige entre une boutique parisienne et le siège à Séoul. Elle était rentrée chez elle à 21h, avait jeté son sac sur le lit et s'était effondrée. Elle pleura longtemps, recroquevillée sur le sol froid de son studio. « Je n'y arriverai pas. C'est trop difficile. Je ne suis pas assez bien. Je vais tout gâcher. » Elle pensa à retourner à Maison Lavallière, à demander pardon, à reprendre son uniforme gris. Au moins, elle savait faire ça. Au moins, c'était familier. La peur de l'échec était plus forte que le désir de réussir. Son téléphone vibra. Un message de Ji-hee. « Mina, merci pour ton aide aujourd'hui. Monsieur Park est vraiment impressionné par ton travail. Tu te débrouilles mieux que mon prédécesseur qui avait 3 ans d'expérience. Ne doute pas de toi. Tu es à ta place. » Mina fixa l'écran à travers ses larmes. Elle relut le message 5 fois. « Tu es à ta place. » Elle essuya ses joues, se leva lentement. Elle se fit un thé vert, s'assit près de la fenêtre et regarda les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Elle pensa à toutes les fois où elle avait voulu abandonner. L'orphelinat quand sœur Hyejin était morte,
les petits boulots quand elle dormait 4 heures par nuit, la boutique quand les vendeuses la méprisaient. Elle avait toujours tenu, toujours. Elle tiendrait encore. 1 mois passa, puis 2, puis 3. Mina s'installait dans sa nouvelle vie. Elle maîtrisait de mieux en mieux son travail. Elle apprit à négocier, à gérer les conflits, à prendre des initiatives. Monsieur Park lui confia des responsabilités croissantes. Elle accompagna une délégation coréenne à Marseille pour visiter une boutique partenaire. Elle négocia un contrat avec une enseigne de luxe des Galeries Lafayette. Elle forma une nouvelle recrue. Financièrement, sa situation s'améliorait. Elle économisait chaque mois. En février, elle déménagea dans un vrai studio de 20 mètres carrés à Bastille, petit mais lumineux, avec une vraie cuisine, une vraie salle de bain. Elle acheta des meubles d'occasion, des plantes, des cadres. Elle créa un espace qui lui ressemblait. Elle se fit même quelques amis. Ji l'invita plusieurs fois à dîner. Sophie l'emmena voir une exposition au centre Pompidou. Thomas l'inclut dans les déjeuners d'équipe. Rien de profond, rien d'intime, mais c'était déjà énorme pour Mina, qui avait passé sa vie seule. Pourtant, quelque chose manquait. Une blessure ancienne, jamais refermée. Un soir de mars, alors qu'elle rangeait ses affaires dans son nouveau studio, elle tomba sur une vieille photo, la seule qu'elle possédait. Une photo prise à l'orphelinat, 15 ans plus tôt. Sœur Yejin au centre, entourée d'une dizaine d'enfants. Mina était au premier rang, 8 ans, regard sérieux, mains croisées devant elle. Elle fixait la photo longuement. Sœur Yejin était morte sans savoir ce qu'elle était devenue, sans savoir qu'elle avait tenu sa promesse. Qu'elle n'était pas restée dans l'ombre. Mina sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Elle réalisa qu'elle avait passé sa vie à chercher une validation qu'elle n'obtiendrait jamais. Elle avait cherché à prouver sa valeur aux vendeuses de maisons Lavalière, à Madame Beaumont, à ses collègues, à ses clients. Mais la seule personne dont elle avait vraiment besoin de l'approbation était morte depuis longtemps. Et elle-même ne s'était jamais accordé cette approbation. Avril. Un événement changea tout. Monsieur Park convoqua Mina dans son bureau. Elle entra légèrement anxieuse. Il souriait. « Asseyez-vous, Mina. » Elle s'exécuta. « Je voulais vous parler de ma fille. » Le cœur de Mina se serra. « Comment va-t-elle » Le visage de Monsieur Park s'assombrit. « Elle est décédée en janvier. » Le silence tomba. Mina sentit les larmes monter. Elle avait su, au fond d'elle, que cette nouvelle viendrait. Mais l'entendre était insoutenable. « Je suis vraiment désolée, » murmura-t-elle. « Monsieur. » Park hocha la tête lentement. « Elle parlait souvent de vous. Elle disait que vous étiez la seule personne dans cette boutique qui l'avait vraiment vue. Pas comme une malade, pas comme une enfant à plaindre, juste comme une jeune fille qui aimait la mode. » Mina ne put retenir ses larmes. Elles coulèrent silencieusement sur ses joues. « Elle m'a fait promettre de vous dire quelque chose, » continua Monsieur Park. « Elle voulait que vous sachiez que vous lui aviez donné du courage. En parlant avec vous, en voyant quelqu'un qui se battait aussi, qui refusait d'être invisible, elle a trouvé la force de tenir ces derniers mois. Elle est morte en portant le foulard que vous aviez emballé. » Mina pleurait ouvertement maintenant. Monsieur Park lui tendit un mouchoir. « Je vous ai embauché parce que je voyais en vous ce que ma fille voyait. Quelqu'un qui refuse de disparaître. Quelqu'un qui transforme sa douleur en force. Vous avez changé ma vie, Mina, et celle de ma fille. Je voulais que vous le sachiez. » Il se leva, contourna le bureau et posa une main sur l'épaule de Mina. « Ne doutez plus jamais de votre valeur. » Ce soir-là, Mina rentra chez elle sous une pluie fine. Elle marchait lentement le long du canal Saint-Martin, laissant la pluie mouiller son visage. Elle repensait aux mots de Monsieur Park, aux derniers mois de la jeune fille, à tout ce chemin parcouru depuis novembre. Elle réalisa quelque chose. Elle n'avait pas besoin de sauver tout le monde. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur à chaque instant. Elle n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle avait juste besoin d'exister, pleinement, authentiquement. Elle rentra dans son studio, se changea, se prépara un bol de nouilles coréennes.
Elle s'assit près de la fenêtre et mangea lentement, savourant chaque bouchée. Dehors, Paris brillait sous la pluie. Les lumières se reflétaient sur les trottoirs mouillés, créant des motifs mouvants, éphémères. Elle pensa à toutes les personnes invisibles de cette ville, les femmes de ménage, les livreurs, les caissières, les agents d'entretien, tous ceux qui faisaient tourner Paris sans qu'on les remarque. Elle avait été l'une d'elles. Elle comprenait leur solitude, leur fatigue, leur dignité silencieuse. Mais elle n'était plus invisible, et elle ne le serait plus jamais. Mais, 6 mois après son départ de Maison Lavallière, Mina marchait sur les Champs-Élysées un samedi après-midi. Elle n'avait aucune raison particulière d'être là, juste une envie de revoir ce lieu qui avait été son quotidien pendant 3 ans. Elle passa devant la boutique. La façade de verre et de marbre brillait au soleil. Des touristes entraient et sortaient, des sacs à la main. Elle s'arrêta un instant, regarda à travers la vitrine. Clémence était au comptoir, souriant à une cliente. Aurélie rangeait des étagères. Une nouvelle employée, qu'elle ne reconnaissait pas, nettoyait les vitrines. Uniforme gris, chignon serré, tête baissée. Mina ressentit un pincement au cœur. Elle entra. Clémence leva les yeux, surprise. Elle mit quelques secondes à reconnaître Mina. Quand ce fut le cas, son visage se figea. « Mina ?» Mina sourit calmement. « Bonjour, Clémence. Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je passais dans le quartier. Je voulais juste voir. » Clémence la dévisagea, visiblement mal à l'aise. Mina avait changé. Elle portait un tailleur élégant, un sac en cuir sobre, des chaussures de qualité. Ses cheveux étaient bien coupés, son maquillage discret mais soigné. Elle dégageait une assurance tranquille. « Tu vas bien ?» demanda Clémence. « Très bien. Et toi ? Ça va ?» Le silence s'installa pesant. Aurélie s'approcha, reconnut Mina, écarquilla les yeux. « Mina, ça alors ?» « Bonjour, Aurélie. Tu travailles où maintenant ?»« Dans une entreprise coréenne. Coordination des relations commerciales. » Aurélie hocha la tête, impressionnée malgré elle. « Tu as l'air différente. »« Je suis différente, » répondit Mina simplement. À ce moment, Madame Beaumont descendit de son bureau. Elle aperçut Mina et s'arrêta net. Leurs regards se croisèrent. Madame Beaumont s'approcha lentement. « Mina, quelle surprise !»« Bonjour, madame. Vous venez pour postuler à nouveau ?» demanda-t-elle avec un sourire ironique. Mina sourit en retour, sans malice, sans rancœur. « Non, je venais juste dire au revoir. » Vraiment, cette fois. Madame Beaumont la scruta, cherchant à comprendre. « Vous avez trouvé ce que vous cherchiez ?» Mina réfléchit un instant. « Je ne cherchais rien. J'ai juste arrêté de me cacher. » Elle se tourna vers la nouvelle employée qui nettoyait les vitrines. La jeune femme leva les yeux, surprise qu'on s'adresse à elle. Mina s'approcha et lui dit doucement « Comment vous appelez-vous ?»« Léa » répondit la jeune femme hésitante. « Enchantée, Léa. Vous parlez d'autres langues ?»« Un peu d'espagnol et d'arabe. Ma mère est marocaine. » Mina sourit. « N'oubliez jamais de le dire, ça pourrait changer votre vie. » La jeune femme hocha la tête, perplexe mais touchée. Mina salua l'équipe d'un geste de la main et sortit de la boutique. Juillet. Été à Paris. Mina était assise à la terrasse d'un café de Belleville, un livre ouvert devant elle. Un roman coréen que Jie lui avait prêté. Le soleil brillait, les rues étaient animées, les gens riaient. Elle sirotait un thé glacé, profitant de son samedi libre. Son téléphone vibra. Un message de Monsieur Park. « Réunion lundi avec une nouvelle enseigne de luxe. J'aimerais que vous meniez les négociations. Vous êtes prête ?» Mina sourit. Elle tapa. « Je suis prête. » Elle posa le téléphone et ferma les yeux, laissant le soleil réchauffer son visage. Elle pensa à tout le chemin parcouru, de l'orphelinat à Belleville, de la serpillière au bureau lumineux, de l'invisibilité à l'existence. Elle avait eu peur. Elle avait douté. Elle avait pleuré. Mais elle n'avait jamais abandonné. Elle rouvrit les yeux et regarda autour d'elle. Les passants, les commerçants, les enfants qui jouaient dans le square. Tous ces gens qui vivaient leur vie, avec leurs joies et leurs peines, leurs rêves et leurs défaites. Elle faisait partie de ce monde maintenant. Elle n'était plus spectatrice. Elle était actrice de sa propre vie. Et pour la première fois,
Elle se sentit vraiment vivante. Épilogue. 1 an plus tard, Mina se tenait devant un groupe de jeunes femmes dans un centre d'insertion professionnelle de Belleville. 15 visages la regardaient, 15 parcours difficiles, 15 histoires de précarité et de résilience. Elle avait accepté de venir témoigner, invitée par une association qui accompagnait des femmes sans diplôme vers l'emploi. « Je m'appelle Mina Beaufort », commença-t-elle. « Il y a 2 ans, je nettoyais les sols d'une boutique de luxe sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, je coordonne les relations commerciales d'une entreprise internationale. Je ne vous raconte pas ça pour me vanter. Je vous raconte ça pour vous dire qu'aucune situation n'est définitive. » Elle leur parla de l'orphelinat, des petits boulots, de Maison Lavalière, de l'homme coréen qui avait tout changé, des doutes, des larmes, des nuits blanches, et du choix qu'elle avait fait de ne plus se cacher. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez bien. La question est de savoir si vous allez laisser les autres décider à votre place qui vous êtes. Moi, j'ai décidé que non. Et vous? Les jeunes femmes l'écoutaient, certaines avec les yeux brillants, d'autres en hochant la tête. À la fin de la session, une fille d'une 20aine d'années s'approcha d'elle. « Merci », dit-elle simplement. « J'avais besoin d'entendre ça. » Mina lui sourit. « Vous parlez d'autres langues ?»« Oui, le portugais. Mes parents sont brésiliens. »« Alors dites-le, toujours, partout. On ne sait jamais qui a besoin de vous entendre. » La jeune fille sourit à son tour. Mina quitta le centre sous un ciel bleu éclatant. Elle marcha dans les rues de Belleville, son quartier, son refuge, son point de départ. Elle s'arrêta devant l'immeuble où elle avait vécu 3 ans dans un studio de 8 mètres carrés. Les fenêtres du 6e étage étaient ouvertes. Quelqu'un d'autre y vivait maintenant. Quelqu'un qui, peut-être, luttait aussi pour exister. Elle leva les yeux vers le ciel. Le soleil brillait, aveuglant, magnifique. Elle pensa à sœur Hyejin, à la jeune fille coréenne, à toutes les personnes qui l'avaient aidée, même sans le savoir, à devenir celle qu'elle était aujourd'hui. Elle murmura en coréen « Jonun doizang gerimjaga anyeo, jonun bisieo. Je ne suis plus une ombre, je suis lumière. » Et pour la première fois de sa vie, elle crut vraiment à ces mots. Elle glissa ses mains dans les poches de sa veste, sentit la chaleur du soleil sur sa peau et marcha vers l'avenir. Un avenir qui lui appartenait.